Bonjour à tous, hein, tous ceux qui nous rejoignent là pour cette rencontre. Bienvenue dans ce salon virtuel de l'édition indépendante qui nous réunit autour du thème le livre multilingue, un indispensable soutien au patrimoine immatériel. Moi, je dirais que ce thème, c'est un thème qui répond à une problématique beaucoup plus large et un questionnement que partagent les éditeurs indépendants, les éditeurs de l'Alliance internationale, non, les éditeurs de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, vous m'excuserez. Et donc, la problématique est plus large, c'est le fait que les nécessités des échanges placent les grandes langues européennes au centre des systèmes éducatifs, et notamment le français dans l'espace dit francophone. Donc, comment penser les relations de cette langue avec les langues maternelles qui sont présentes sur place? Comment parvenir à faire de ces langues des partenaires et non des concurrentes? Donc, le livre multilingue, un indispensable soutien au patrimoine immatériel, je me répète, c'est une réponse possible à ce questionnement beaucoup plus large. Donc, nous avons trois intervenants que je remercie. Sophie Bazin, René-Laure Zou et Ayuso. Alors, Sophie Bazin, elle est responsable des éditions Dodovol. Elle se trouve, d'après ce qu'elle m'a dit en ce moment, à Brazzaville, je ne me trompe pas. Très bien. René-Laure Zou, qui est responsable des éditions du Sucrier. Ce sont des éditions basées à la Martinique, mais René-Laure Zou se trouve en ce moment à Montréal. Je ne la vois pas sur l'écran, mais bon, je pense qu'elle est encore là. Elle est toujours là, René-Laure. Oui? Je n'entends pas. Bon, je continue. Oui, oui, je suis là, je suis là. là. Et Aliuso, qui est lui responsable des éditions Gandal, et qui se trouve, lui, à Conakry. Voilà. Donc, Sophie, vous êtes la première. Vous allez intervenir à tour de rôle pendant 10 minutes. Donc, Sophie, vous avez 10 minutes pour nous entretenir sur un thème que vous avez choisi, littérature orale et édition. Mais avant de vous donner la parole, est-ce que vous me permettez de présenter un petit peu votre maison d'édition Dodovol? Ben oui, avec plaisir. Avec plaisir, d'accord. Donc, je disais que vous êtes responsable au niveau des éditions Dodovol. Cette maison d'édition existe depuis 2006, si je ne me trompe. C'est bien C'est ça? ça. Et Oui, c'est bien ça. elle a été créée, à mon avis, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, hein, parce que je ne vous connaissais pas, je le dis très sincèrement, je vous ai découvert récemment, et j'ai découvert que cette maison d'édition a été créée à partir d'une association d'artistes qui, elle, existait depuis 1997. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Et c'est très important parce que ça change complètement la donne. On s'aperçoit donc que Dodovol, ce n'est pas une maison d'édition comme les autres. Hein, il y a C'est quelque vrai, c'est chose vrai. qui On est associatif et on a une ambition de promouvoir les cultures minorées qui domine un peu notre ligne éditoriale. absolument. Et j'ai même vu que vous preniez même le risque pour ce faire, hein, dans cette démarche, de produire des œuvres dont la rentabilité financière n'est pas forcément là. Voilà. Donc, Oui, vous oui, prenez c'est ce d'ailleurs un des risque-là. arguments de la maison, faire des livres nécessaires, pas nécessairement rentables. Voilà, absolument. Donc, pour rapidement vous présenter la maison d'édition, vous faites des livres qui sont d'abord de beaux objets cartonnés. En fait, la démarche, c'est d'appeler un auteur, de solliciter un auteur pour créer un album jeunesse à partir du travail d'un peintre ou d'un photographe. Et c'est la collection Carré tout carton. C'est bien ça. Voilà, et qui vise donc à mettre l'art entre les mains des jeunes. Oui. Vous avez une autre collection, Dodo Bonimenteur. Là, il s'agit de contes régionaux, et je crois que là, on va toucher un petit peu à votre intervention du jour, de contes régionaux qui donnent naissance à cette collection, et il y a des contes malgaches, français, et qui sont publiés en bilingue et illustrés par les écoliers. Et ça, Oui. ça me touche énormément, par les écoliers dans le cadre d'échanges pédagogiques. Voilà. Oui, c'est le cœur du projet, oui. C'est les écoliers qui font tout. Voilà. Et pour conclure, sur votre maison d'édition, vous avez une collection de romans francophones pour adultes, Oui. intitulée, enfin le titre de la ligne éditoriale, c'est Madagascar vue de l'intérieur. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai retenu qui me semblait très important. Ça me semble être
le potomitan, comme on dit, de votre maison d'édition. Et vous allez intervenir là tout de suite, pendant 10 minutes, sur le thème littérature orale et édition. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous remets ainsi déjà de votre participation que je vais écouter attentivement. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et parfaite. Alors, effectivement, depuis la création de la maison d'édition Dodovol, qui est directement rattachée à une association d'artistes, la littérature orale a été au centre de nos préoccupations. Pourquoi? Parce qu'on a créé la maison d'abord à La Réunion et on était très attentifs à la problématique du créole réunionnais qui existait encore très, très peu dans les livres. Mais il y avait un énorme besoin, notamment chez les enseignants qui accueillaient des enfants en petite section, moyenne section de maternelle. Ils avaient beaucoup de livres en français à proposer à ces enfants-là, mais il n'y avait pas encore vraiment de livres en créole pour les tout petits. Et les enseignants nous disaient, ben, ça nous manque en fait, quand on accueille des tout petits qui parlent que le créole à la maison, on aimerait avoir des livres en créole à leur faire partager, mais simplement le marché pour la langue créole était très faible. Les gens ont l'habitude de parler le créole à La Réunion, mais ils lisent beaucoup plus facilement le français. Du moins, à l'époque, ils lisaient vraiment beaucoup plus facilement le français. On le voyait bien parce que quand on allait, par exemple, dans les expositions, si les catalogues étaient en bilingue, en français et en créole, les gens allaient toujours vers la version en français. Il n'y avait pas d'habitude de lecture. Donc, on s'est dit, bon, donc il y a une chose à faire là, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se lancer dans la lecture du créole, mais il faut quand même outiller cette langue. Et un des tout premiers titres qu'on a publié s'appelait Cosa chose. Donc, c'était des devinettes autour ce qu'on appelle des sirandanes, des devinettes en créole. Voilà. Et ça fait directement partie de la littérature orale. Hein. Ce sont un peu comme ces petits jeux, ces virelangues, tout ça, qui sont au cœur des familles, en fait, dès le plus jeune âge. Donc, on a publié ce livre de Cossin Chose. La collection Tout Carton, vous l'avez souligné, c'est d'abord une collection créée en hommage aux artistes visuels, puisque le principe, c'est qu'on part chaque fois du travail d'un artiste visuel et on cherche un auteur pour mettre un texte dessus, pour imaginer un livre pour les tout petits, afin de faire des beaux objets pour les enfants, mettre de l'art dans leurs mains dès le plus jeune âge, mais aussi faire connaître le travail des artistes visuels qu'on publie à leurs parents, aux adultes qui voient ces objets qui sont familiers dans la maison. Donc, dès le départ, c'était une collection très branchée art contemporain, on va dire, puisque c'est des artistes, surtout des artistes vivants qu'on a publiés. Mais c'était aussi tout de suite ancré dans les langues minorées, les langues régionales, notamment celles qui existent très, très peu à l'écrit. Donc, on a fait plusieurs livres en créole pour répondre à la demande d'une médiathèque. On a fait aussi un livre de petites chansons de comptines créoles qui a été produit juste pour cette médiathèque, en fait, qui n'a pas été mis en vente, mais qui a été distribué à tous les enfants qui naissaient dans la commune de Saint-Pierre de la Réunion, donc pour les premières pages. Et là, c'était... il y avait une dizaine, je crois, de petites comptines en créole avec une traduction en français à la fin, mais la page principale, c'était en créole. Voilà. Dès le départ, notre orientation vers les langues minorées était là. Et puis ensuite, eh bien, on est arrivé à Madagascar et là, on s'est rendu compte que dans les bibliothèques, il y avait essentiellement des livres en français, ce qui semblait un peu étrange parce que 95% des enfants de Madagascar et notamment en province sont exclusivement malgachophones. Les enfants qui sont vraiment à l'aise avec le français sont vraiment une toute petite partie et en général, ils sont dans les grandes villes. Donc, ça nous semblait un peu ahurissant, cette histoire. Et puis, quand on a creusé dans le grenier malgache, quand on est allé voir ce qu'il y avait en termes de contes, de traditions, on s'est aperçu que ça, c'était très riche. Ça avait déjà été pas mal documenté, notamment par les administrateurs coloniaux, par les missionnaires. Il y avait toute une littérature savante comme ça de collecte qui avait été recueillie dans des livres pour les adultes, qu'on peut encore trouver dans les bibliothèques, soit à Madagascar, mais aussi dans les bibliothèques de La Réunion, ou par exemple à Paris, à l'INALCO, dans des endroits comme ça. Donc, il y avait un immense fonds de contes traditionnels recueillis, mais qui ne revenaient pas aux enfants. Et quand nous, on allait en province, on demandait aux enfants de Madagascar, mais qu'est-ce que vous connaissez comme conte? Ils nous disaient La Reine des Neiges. Bon. Donc, par exemple, hein, La Reine des Neiges, voilà, ça nous a quand même un peu choqué les oreilles.
Donc, on a eu envie de remettre ces contes-là à disposition des enfants de Madagascar dans leur langue, mais en sachant très bien que le marché à Madagascar est très, très petit et que si on veut faire des beaux livres, les familles auront beaucoup de mal à y avoir accès. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'un enfant puisse rentrer dans une bibliothèque et qu'il voit un livre aussi beau que les albums français avec lesquels il se trouve, mais que ce soit aussi dans sa langue. Voilà, on voulait une belle représentation de la langue. Alors, c'est pas facile parce que bien sûr, les familles n'ont pas le budget pour acheter des livres cartonnés, ça coûte cher à produire. Mais notre stratégie, ça a été de nous dire, si on arrive à les mettre dans les bibliothèques, on ne va pas les vendre beaucoup, mais ils auront beaucoup de lecteurs. Et pour ces lecteurs-là, ça améliore la représentation de la langue qu'ils ont. Donc, on a fait notamment beaucoup de contes en région Atsinan, donc en langue Betsim-Sarak. Et là, s'est posé aussi la question de la transcription, puisque la langue Betsim-Sarak n'a pas de codification officielle, contrairement au malgache officiel. Et là, on a pris le parti de dire on ne va pas s'embarrasser de normes et de carcans. On va écouter le conteur et c'est le conteur qui va écrire le conte comme il l'entend, en gardant une cohérence. Bien sûr, si le son mieux c'est écrit avec un tilde, on va le maintenir du début à la fin. Mais on avait vu qu'à La Réunion, cette histoire de la norme de la transcription posait problème. Ça a beaucoup ralenti les choses, en fait. Les gens ne s'autorisaient pas à écrire le créole parce qu'il y avait des polémiques sur la manière de l'écrire. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était devenu beaucoup plus facile à partir du moment où les gens se sont mis à utiliser les SMS. Parce que là, tout le monde s'est emparé de l'écriture du créole et sans s'embarrasser de la norme. Vous savez bien, quand on écrit les SMS, chacun écrit l'orthographe comme il veut. Hein. Parfois, il y a même l'absence complète de voyelles. T'inquiète, c'est TKT, par exemple. J'ai vu ça chez mes enfants. Bon, là, on est très libre, en fait, dans la forme du SMS et ça fait beaucoup avancer l'écriture aussi, l'écriture et la lecture, du coup, de la langue créole. Donc, pour le Betsim-Sarak, on s'est dit pareil. On s'est dit, c'est pas grave si notre norme, plus tard, elle n'est pas validée par les officiels. Après tout, ce ne sont que des choix politiques, les transcriptions des langues. L'essentiel est quand même de les mettre entre les mains des enfants. Mais on savait aussi qu'en faisant ce genre d'ouvrage, on aurait très peu d'acheteurs, très peu de marché sur place. Alors, il y a quand même des associations qui travaillent à équiper des petites bibliothèques, heureusement, que ce soit dans des écoles, dans des petites bibliothèques de village, dans des structures, des ONG, des choses comme ça. Mais ça ne suffit pas à rentabiliser une production d'un ouvrage cartonné de belle facture. Alors, pour y arriver, on a eu l'idée de faire des échanges, en fait. Que ce ne soit pas juste un projet d'édition, mais que ce soit plus un projet d'échange interculturel, ce qui répondait aussi tout à fait à la vocation de notre association, qui a vraiment une vocation à promouvoir l'interculturalité. Et donc, le principe, ça a été de faire des échanges entre des écoliers de France et des écoliers du Sud. Donc, dans un premier temps, on a fait illustrer des contes normands par des enfants de Normandie et des contes malgaches par des enfants de Madagascar. Et les deux contes étaient traduits dans les deux langues et les enfants qui participaient à cette opération recevaient chacun les deux livres, ce qui permettait que les enfants malgaches aient non seulement les contes de Madagascar, mais qu'ils aient aussi accès aux contes normands. Bon, et puis maintenant, on a quand même beaucoup documenté cette collection. En français malgache, il y a une trentaine de titres. Chaque titre, c'est au moins un conte, parfois deux, rassemblés dans le même livre. Et donc, c'est toujours en bilingue, en français malgache ou en français malgache régional. On a même deux livres qui sont en trilingue avec du français malgache breton, parce que c'était un échange entre l'île de Ouessant et Diego Suarez, que les Ouessantins connaissent très bien d'ailleurs. Voilà, on s'offre un peu toutes les libertés. Et puis, une fois qu'on a documenté cette collection-là, on s'est dit, mais en fait, c'est le problème pour de nombreuses langues africaines. Dès lors que la francophonie est parvenue à mettre le français comme langue d'enseignement, eh bien, finalement, les marchés locaux, ils se centrent beaucoup sur le français, qui est la langue cible à obtenir, à acquérir à tout prix. Et les langues maternelles passent derrière, franchement, à l'arrière-plan. Et donc, on a eu l'idée de chercher de ce côté-là aussi pour les autres langues africaines. Et donc, ça s'est d'abord fait au Sénégal, en Wolof, en Sérère, puis en Sérère Non, en Jolaphonie, et récemment en Soninké et en Poulard. Donc, on a toutes ces langues-là. Ce sont à chaque fois des contes de la langue d'origine qui sont collectés
sur l'aire géographique de la langue d'origine, qui sont illustrés par des enfants dans le cadre d'échanges entre les écoles du Sénégal et de France, et qui sont traduits et transcrits dans les 2 langues. Et puis récemment, donc là, je suis actuellement à Brazzaville, je fais un conte en français et en lingala avec un groupe d'enfants qui a été rassemblé par les Ateliers SAM, qui est une grosse structure culturelle très active à Brazzaville et avec laquelle on a un partenariat pour faire des livres et diffuser le livre aussi au Congo. Et puis, on a d'autres projets qui vont nous amener du côté de la Guinée très bientôt. Eh bien, vous avez tenu les 10 minutes. C'est formidable. Pile. Voilà. Bon, merci beaucoup, Sophie. J'espère que René-Laure est déjà en place. Je ne la vois pas. Donc, je rappelle à tous ceux qui sont avec nous que nos intervenants sont Sophie Bazin, des éditions d'Odovol, René-Laure Zou pour les éditions du Sucrier et Aliusso pour les éditions Gandal, et que chaque intervenant a 10 minutes pour présenter son analyse. Ensuite, vous pourrez, vous qui êtes avec nous, poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà. Donc, René-Laure, si vous êtes prête, c'est bon? Oui? Oui, bon, on peut y aller, oui, très bien. Bon, comme je connais René-Laure, je vais pas faire de chichi. Ça me ferait vraiment du mal de te dire vous pour faire croire qu'on ne se connaît pas, puisque nous sommes toutes les deux originaires de Antilles. Voilà, donc René-Laure, merci beaucoup. Les éditions du Sucrier, je vais présenter comme j'ai fait pour Sophie, si tu me le permets, rapidement. Oui, bien sûr. Tu interviendras sur le thème littérature jeunesse et en contexte caribéen, le cas de la Martinique. Ce qui m'amène à dire qu'effectivement, ça correspond tout à fait à ce gros travail que tu as entamé depuis maintenant quelques années, puisque depuis 2018, si je ne me trompe, tu travailles à faire jouer, à raconter la Caraïbe aux enfants. Et quand je dis rêver, jouer et raconter la Caraïbe, je sais que ce sont 3 mots auxquels tu tiens énormément, puisque ce sont ces 3 mots qui ont donné vie aux éditions du Sucrier. Bon, tu as constaté à l'époque, et je peux, disons, témoigner de tout cela aussi, qu'en librairie en Martinique et même aux Antilles et à la Guyane, enfin en Guadeloupe, dans tous les territoires, les ex-colonies françaises, on trouvait essentiellement des ouvrages venus d'ailleurs et déconnectés de la réalité caribéenne. Et les enseignants, les premiers, étaient en grande demande, puisqu'à l'époque déjà, on avait passé l'époque de l'antillanisation de l'enseignement, et la plupart des enseignants avaient compris qu'on ne pouvait pas rester dans un enseignement strictement français, franco-français. Voilà. Donc en fait, tu réponds à une demande. Donc, dans le catalogue des éditions du Sucrier, on découvre des ouvrages et des supports ludo-éducatifs qui sont exclusivement inspirés par l'environnement et le patrimoine caribéen. J'insiste bien là-dessus. Les ouvrages sont dédiés aux jeunes de 3 à 14 ans, si je ne me trompe. Bon, mais en les lisant, on s'aperçoit que un adulte peut tirer profit de ces productions. Ils sont tous créés par des auteurs, enfin autrices, illustratrices, illustrateurs qui sont de la Caraïbe, qui travaillent vraiment essentiellement avec des personnes issues de ces territoires. Et comme tu le dis sur le site, à travers les livres, les jeunes Caribéens doivent pouvoir s'identifier aux personnages, aux thèmes, à l'environnement, à s'approprier leur culture, mais, et ça me semble très important, les jeunes du monde entier doivent avoir l'opportunité de découvrir les richesses des territoires caribéens. Voilà. Donc, tu as l'habitude de dire, choisir les éditions du Sucrier, c'est choisir la Caraïbe racontée par les Caribéens. Voilà. C'est ce que je retiens de ta maison d'édition. Et donc là, je te laisse intervenir sur le thème littérature jeunesse et en contexte caribéen, le cas de la Martinique. Et tu as aussi 10 minutes. Voilà. Merci Marie-Denise pour cette belle introduction, merci beaucoup. Alors c'est vrai que je vais brosser un petit peu ce qui se passe dans la Caraïbe en littérature de jeunesse. Je suis plus spécialisée dans la littérature de jeunesse, donc c'est de ce dont je vais parler précisément. Et donc effectivement parler un peu en effet de ce qui se passe en Martinique également.
Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que la littérature de jeunesse, c'est plus qu'un simple divertissement, en fait. C'est une façon d'ouvrir, c'est une fenêtre ouverte sur la culture, sur l'identité. C'est ce qu'on va retrouver dans la Caraïbe. Grâce à cette littérature, les jeunes de la Caraïbe vont pouvoir voir les réalités de leur société, leur histoire. Ils vont voir s'incarner ces réalités-là dans les livres qu'ils découvrent, dans les histoires qu'ils découvrent. Et ça va leur permettre de comprendre et de préserver leur patrimoine, de parfaire leur inclusion et leur ancrage culturel. Dans la Caraïbe, parce que la Caraïbe, finalement, c'est un espace qui est multilingue, et ça me permettra à la fin de mon propos de revenir à ce que nous faisons aux éditions du Sucrier. C'est un espace multilingue où les 4 langues principales, on va dire, sont, c'est d'abord l'espagnol, la première langue de la Caraïbe, puis l'anglais, le français et le créole. Et donc, dans la Caraïbe anglophone, hispanophone, les publications pour enfants, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont majoritairement monolingues. Parce que c'est dans ces pays-là, il y a une forme d'unicité linguistique et qui est en partie due au fait certainement que les créoles, quand ils ont existé, ont perdu beaucoup de terrain chez eux, ce qui n'est pas le cas de la Martinique, la Guadeloupe. Si on s'intéresse au cas d'Haïti, Haïti est un pays officiellement bilingue depuis la Constitution de 1987. Généralement, ce qu'on constate, c'est que le français est pratiqué par l'élite scolarisée et le créole pratiqué par tout le monde. Mais en moins, on estime qu'il y aurait à peu près 20% de bilingues français-créole dans la population haïtienne, mais on ne sait pas en réalité combien de Haïtiens ou Haïtiennes sont capables de communiquer dans les 2 langues sous une forme active, la parole et l'écriture, ou sous une forme passive, écoute et lecture. En tout cas, l'édition bilingue existe à Haïti et en tout cas, elle permet aux enfants de lire, d'écouter lire dans les 2 langues du pays, le français et le créole. Maintenant, si on revient à la ce qu'on va appeler la Caraïbe francophone, la Guadeloupe, la Martinique, nos populations sont majoritairement bilingues français-créole à l'oral. Le français, le créole est très largement utilisé chez nous, à l'oral, essentiellement. D'ailleurs, la collectivité territoriale de Martinique, très récemment, a émis le souhait de voir le créole hissé au rang de langue officielle des autorités françaises. N'est pas coupé. Oui. Ta connexion, il me Et semble. un petit peu instable, oui. Donc, oui, je disais que la collectivité territoriale de Martinique souhaite voir le créole hissé au rang de langue officielle aux côtés du français. Ça reste à construire. Et au fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que la langue et la culture créole sont enseignées chez nous, notamment grâce à la création du CAPES de créole depuis 2001. Mais en fait, il y a quand même assez peu de personnes chez nous qui sont capables de lire de textes longs en créole. Cependant, de plus en plus, la population et les parents notamment réclament des publications qui contiennent du créole pour les enfants ou alors qui soient en créole. Donc, certains auteurs qui se sont lancés dans le bilinguisme depuis fort longtemps, on pourrait citer notamment certains auteurs martiniquais qui ont écrit des contes ou qui écrivent des contes. On pourrait citer Thérèse Lautin, Jules Duranty, Fabienne Christophique et bien d'autres. Ils proposent aussi parfois des œuvres qui sont uniquement en créole. Et puis, on peut avoir des personnes comme Daniel Boukman qui vont aussi, à côté de ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, qui sont des créations personnelles, ils vont proposer des traductions d'ouvrages qui ne sont pas publiés dans la Caraïbe, qui ne viennent pas de chez nous, mais ils proposent des traductions en créole. Ça rejoint un petit peu ce que Sophie disait tout à l'heure, de proposer des textes qui soient, par exemple, de l'imaginaire français ou de la traduction française et que les proposer dans les langues en créole ou dans les langues en malgache, comme elle le disait tout à l'heure. Si on peut citer aussi Jala qui écrit en français, en créole, mais qui a fait aussi le choix, avec sa maison d'édition, de proposer des ouvrages qui intégraient du français
qui intégrait 4 langues, en fait. Les langues de la Caraïbe que j'ai citées, c'était notamment pour des imagiers ou des cahiers, des choses comme ça. Donc, pour le multilingue intégral, en fait, il est plus facile à retrouver et à produire et plus évident dans les albums pour les plus jeunes. Dans les romans ou BD, c'est un peu plus compliqué, mais on va souvent de plus en plus trouver des passages, des expressions, des lieux, des personnages et qui vont en fait faire passer les éléments de la culture créole à travers un texte qui peut-être être en français à la base. Si on revient à ce qu'on va, pour caractériser ce qu'on va retrouver, pour mettre en valeur le patrimoine immatériel dans les écrits qu'on va retrouver chez nous, bien, on va retrouver bien sûr des contes qui sont issus de l'oralité et de l'imaginaire créole et qui vont aussi proposer de retranscrire les comptines, les proverbes, les chansons. On va aussi retrouver des œuvres qui sont fortement historicisées. Et ça va répondre au souci de, comment dire, de reconstruire la mémoire historique collective qui a longtemps été malmenée et occultée chez nous. Donc ça, on va retrouver dans ces questions de patrimoine. Qu'est-ce qu'on veut transmettre en fait à travers ces œuvres-là pour la jeunesse, que ce soit en multilingue ou en français ou en créole uniquement. Autre thématique insistante qu'on va retrouver, c'est le pays, l'environnement, tous les faits culturels, les récits d'enfance qui sont souvent autobiographiques, qu'on va retrouver par exemple chez Patrick Raphaël Confiant, etc. Et puis aujourd'hui, on va beaucoup retrouver les questions de nos sociétés actuelles dans les romans jeunesse et les BD. Et là, si on regarde ce qui sort en BD, il n'y a pas beaucoup de BD qui sortent encore chez nous, mais quand on regarde bien, eh bien, les personnages comment dire, les enfants peuvent se retrouver dans les personnages, les expressions, la façon de parler, etc. Même si l'ouvrage n'est pas forcément entièrement créole, mais on va retrouver tous ces éléments-là qui vont transmettre la culture, la langue, les habitudes, l'environnement, etc. Pour revenir à ce que nous faisons aux éditions du Sucrier. En fait, nous faisons d'une multilingue intégrale toutes les fois que c'est possible. Donc, depuis les albums pour les tout petits, à partir de l'âge d'un an, nous faisons du multilingue français, créole, espagnol, anglais. Ça, c'est un parti pris. Je reviens à ce que je disais au début. Nous sommes dans un environnement caribéen. Nos principaux voisins, nos premiers voisins, si je prends le cas de la Martinique, au nord et au sud, nos premiers voisins sont anglophones. Euh, euh, à titre personnel, j'estime qu'effectivement, il faut que nos enfants soient un peu plus performants que nous dans leur capacité à communiquer avec nos voisins de notre environnement naturel. En guise de boutade, mais c'est pas uniquement une boutade. Le jour où il y a une catastrophe dans la Caraïbe, les premiers à secourir ceux qui ont subi la catastrophe sont quand même, et il faut quand même pouvoir discuter avec eux. Il faut pouvoir échanger avec eux. Pour moi, ça me paraît essentiel d'avoir du multilinguisme. Nous sommes francophones, créolophones, nos voix peuvent être anglophones, hispanophones. Il faut que nous puissions communiquer avec eux de façon naturelle. Puis, c'est aussi un souci pour, comment dire, c'est un apport que nous faisons aussi pour l'enseignement précoce des langues vivantes à l'école. Les enseignants ont besoin d'outils. Et puis, les familles réclament de plus en plus des outils qui soient adaptés aux petits et qui puissent effectivement leur permettre cette ouverture linguistique sur le créole, mais sur les autres langues aussi, que du coup, ils vont avoir à étudier à l'école. Alors, nous mettons beaucoup en avant l'environnement, la biodiversité, la culture en général. Et puis, par exemple, avec notre concours annuel d'écriture pour les jeunes, nous choisissons chaque fois une expression créole qui va devoir être servie de fil rouge à ce que le jeune aura écrit. Et ça va permettre de transmettre
des expressions créoles qui parfois les jeunes ne connaissent pas, ou alors de remettre en mémoire ces expressions-là pour le reste du public. Je sais que pour le concours de cette année, il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben, j'avais complètement oublié cette expression que tu as proposée qui a été proposée pour le concours. » Donc ça nous permet de faire la transmission comme ça avec à travers nos écrits et les actions que nous menons avec la maison d'édition. Et puis, je ne serai pas plus longue puisqu'on aura la discussion. Il te reste 1 minute encore, enfin. Vas-y, si tu as encore d'autres choses. Oui. Oui. Je vais juste terminer avec une citation de Marie Scondé que j'aime bien, en fait, que j'ai trouvé. Elle dit qu'écrire pour la jeunesse est un désir de lui apporter une réflexion sur le monde tel qu'il a été ou tel qu'il est. Et elle ajoute, je crois que c'est un reste de militantisme. Et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Mais vous êtes Voilà. tous militants là, tous les trois. Difficile de dire le contraire. Merci beaucoup, René-Laure. Aliou, maintenant, ça va être à toi d'intervenir. Tu es prêt là? Oui? Oui, c'est bon, oui. J'ai vu que tu nous as mis un message au cas où la connexion se dégraderait, que tu as une grosse pluie qui se prépare. Le message est toujours valable? Tu l'as mis à 18h. Ben, Oui? j'espère que vous n'entendez pas déjà le bruit de l'eau qui tombe derrière ma fenêtre ici. Bah, si ça accompagne la musique Peut-être que vous l'entendrez. Peut-être que vous l'entendrez, puisqu'il y a des tonnerres aussi qui vont avec. Mais bon, j'espère que ça ne gênera pas l'exposé. Tu veux que j'y aille ou tu as quelque chose à dire en intro? Je voulais quand même parler un petit peu, en fait, très rapidement des éditions Gandal, parce que tous ceux qui sont là connaissent peut-être pas, tu vois, donc dire 2 ou 3 mots sur les éditions, si tu le permets, ou si tu préfères y aller direct, c'est bon. Les deux me conviennent. Qu'est-ce que tu préfères? Ben, à moins que tu fasses de la ségrégation, ben, tu vas faire Gandal aussi. Je vais présenter Gandal. Donc, Aliou Sow va nous dire un petit peu ce qu'il pense de la littérature bilingue et du jeune public. C'est le thème de ton intervention. Et tu es le responsable des éditions Gandal. Donc, les éditions Gandal, d'après ce que j'ai trouvé comme information, ont été créées en 1992. C'est important parce que ce sont des années assez charnières en termes de changement des comportements par rapport à la domination culturelle franco-française, je dirais. Donc, ça me semble important de situer cette date. Alors, les éditions se développent autour de la production de livres scolaires, de livres de jeunesse, de littérature générale, de beaux livres et de publications dans les langues nationales, et ceci pour contribuer à réduire la rareté de livres éducatifs dans les écoles. Alors, cette maison d'édition est résolument ouverte au partenariat, puisque les éditions Gandal entretiennent un important réseau de collaboration sud-sud et nord-sud. Ça aussi, ça me semble important à souligner. La maison capitalise de nombreuses productions de livres, toujours confondues, en coédition ou en coproduction avec des éditeurs étrangers. Sur le plan local, les éditions Gandal coordonnent les activités de Reprolic, c'est un réseau que j'ai découvert, le réseau des professionnels guinéens du livre. Et la maison est aussi membre actif du réseau des éditeurs africains. Alors, la qualité de ton travail a été récompensée, j'ai vu, en 2017. Tu as reçu un prix, il me semble. Tu as été lauréat tu as reçu le prix du meilleur éditeur africain de livres de jeunesse. C'est pas n'importe quoi. Et ça a été décerné par la Foire internationale du livre de jeunesse de Bologne. Alors, je me suis posé la question de ce que ça voulait dire Gandal. J'ai trouvé, mais je vais te laisser dire aux autres, la définition du mot Gandal, le sens, qu'est-ce que ça veut dire. Je te laisserai dire, j'espère que tu nous le diras dès le début. Et d'une façon générale, tu as toujours été intéressé par les questions de bilinguisme dans les livres de jeunesse en Afrique francophone. D'ailleurs, je crois que tu travailles à un projet sur cette problématique, un projet qui devrait avoir lieu courant novembre, il me semble, si je me trompe. Voilà. Donc, je reprends le thème de ton intervention, littérature bilingue et jeune public. Et n'oublie pas de nous dire ce que signifie Gandal. Voilà, à toi la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, Madame la modératrice. C'est parfaitement bien dit.
Effectivement, je vais commencer, oui, par deux petits points d'entrée en rétrospective. Le premier point, c'est de dire que le mot Gandal, c'est je vais dire un terme générique en langue pulaar ou Fulfulde, qui est une langue qui est parlée par près de 27 millions d'Africains de l'Ouest, de la Gambie jusqu'au Cameroun, etc. Donc de très nombreux pays. Et le mot Gandal veut à la fois dire l'instruction, le savoir, même la communication. En tout cas, de façon générale, bref, le mot Gandal veut dire tout ce que transporte le livre. Alors moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là. Et je vais ajouter ceci qui me semble aussi important, c'est que Édition Gandal est la première maison d'édition en Afrique francophone à s'appeler d'un nom dans une langue nationale. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais il y a 31 ans, j'étais le seul quand j'ai créé Gandal. Donc, je crois que ça, c'est un repère aussi important. Et cela, pour moi, dénotait aussi l'importance que j'accordais au quatrième pilier. Tu as cité les 4 piliers de la politique éditoriale de Gandal, que sont les publications dans les langues nationales. Donc, depuis la création de Gandal, les 4 piliers sont là, et dont le quatrième est ces langues nationales. Maintenant, je vais juste dire rapidement quelques mots au sujet du statut des langues nationales ici, qui va caractériser aussi pourquoi je peux dire qu'il y a une restriction au niveau des éditions dans les langues nationales. C'est que la Guinée, depuis les années 1969 jusqu'en 1984, on vivait ici dans une période dite révolutionnaire. C'était un pays, allez, mettons, communiste, socialiste, tout ce que vous voulez, 100% aligné sur les pays de l'Est d'alors. Et le pays a été le premier ici, au temps de cette révolution, à lancer ce qu'on a appelé la révolution culturelle socialiste, et dont l'une des manifestations premières était l'introduction des langues nationales comme langue d'enseignement au primaire. On a commencé par les 3 premières langues nationales, par les 3 premières années du primaire. Ensuite, jusqu'en 1984, où le régime révolutionnaire justement tombait par suite d'un coup d'État militaire, l'enseignement dans les langues nationales était arrivé à la première année du collège, donc de l'enseignement secondaire. Et il y a eu beaucoup de succès à l'époque. On a même eu beaucoup de prix de l'UNESCO et d'autres organismes, parce que tout simplement, c'était un défi à la fois éducatif, culturel, linguistique énorme que d'enseigner dans 7 principales langues nationales à travers le pays. Il y a à peu près 22 langues nationales qui sont les plus parlées, mais dépendamment des régions où se trouvaient les élèves, ils étaient obligés d'étudier dans l'une des 7 langues nationales qui étaient reconnues. Donc, imaginez ce que ça vaut, et où le français, bien évidemment, cohabitait toujours. Donc, 1984, coup d'État militaire, les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir ici ont commencé par décrier l'enseignement dans les langues nationales. Ils ont même poussé les enfants des écoles de Conakry à sortir dans les rues. Et il y avait un slogan à l'époque, Aba Koko, Aba Lala. Koko et Lala sont les titres de 2 manuels d'apprentissage de la lecture en langue nationale qui existaient dans les écoles primaires ici dans la région de Conakry. Donc c'était pour marquer, aussi influencer les parents, influencer la communauté et tout pour que les gens rejettent les langues nationales. Donc tout ceci mis ensemble, pour un éditeur qui se lançait et qui voulait faire des publications dans les langues nationales, il y avait un obstacle majeur qui venait subitement de se dresser devant nous. Pas de financement, le lectorat qui se désintéressait de ces langues, le fait que ces langues n'étaient plus utilisées comme langue officielle de travail, etc., etc. C'était compliqué. Mais moi, je me suis toujours dit, je ne peux pas abandonner cette politique éditoriale. Je me la suis fixée en créant cette maison d'édition.
je maintiendrai le cap. Donc, difficilement, on a continué, mais grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, nous avons pu commencer à publier dans les 4 principales langues encore parmi les 7 que je citais tout à l'heure. Parce qu'ici, au plan géographique, on a 4 principales régions naturelles. Et dans chacune de ces 4 régions, il y a une langue nationale dominante. Donc, nous, on s'est dit, retenons les 4, ça fait moins de mots de tête pour la recherche de financement sur des livres diversifiés pour chaque thème. Donc, les 4, et on a fait des livres de vulgarisation agricole et de vulgarisation sanitaire. Et on allait chercher donc des sponsorings chez des partenaires comme UNICEF, FNUAP, etc., qui avaient des volets sensibilisation sur le terrain. On leur disait, nous, on est le seul éditeur dans les langues guinéennes, donc vous pouvez passer par nous et vous nous financez les productions que vous voulez faire, on les fait pour vous et on les diffuse avec nous. Donc ça, on a continué comme ça jusqu'à ces dernières années où, vu le poids de plus en plus important que jouait le pilier livre de jeunesse dans la production éditoriale de Gandal, donc nous nous sommes lancés dans la production plus élargie aussi de livres de jeunesse dans les langues nationales. Quoique l'enseignement dans les écoles demeure le français, mais nous nous sommes dit, puisque comme je vous dis, durant ces 31 années jusqu'à aujourd'hui, Gandal est et demeure le seul éditeur dans les langues nationales en Guinée ici. Nous avons donc commencé à développer d'autres séries de livres. Par exemple, je vous montre rapidement ceci. Ça, c'est une série de livres bilingues en français et dans les langues nationales que nous avons commencé à publier il y a 3 ans avec l'appui du programme Tempo de la francophonie. Ici, vous avez la version en français et quand vous retournez, vous avez la version dans la langue nationale. Ça, par exemple, ce livre, c'est le premier qui a été sorti en langue Toma, qui est une région, qui est une langue, pardon, du sud de la Guinée, où depuis l'indépendance, il n'y avait jamais eu un seul livre de produit dans cette langue. Imaginez ce que c'était. Quand on l'a sorti ici, la communauté Toma vivant à Conakry s'est tellement mobilisée depuis le lancement jusqu'à la fin que ce livre s'est vendu, je peux vous dire, à une vitesse incroyable. Et vu aussi que Gandal, historiquement, pratique des petits prix ici, pour être certain que nous sommes dans la marge du pouvoir d'achat du Guinéen. Ça, c'est un autre titre de la même collection. Ici, vous avez la version en français. Et quand vous le retournez, vous avez la version en full day. Et ce sont des contes en français et dans les principales langues de Guinée, comme je vous disais. Maintenant, actuellement, certains de nos albums que nous avons fait récemment, par exemple Bobo et le cerf-volant, le voyage de papa, etc., nous sommes en train de les traduire dans les 4 principales langues que je viens de vous citer. Et à l'occasion du Salon international du livre de jeunesse de Conakry, qui va avoir lieu du 8 au 11 novembre ici, excusez-moi, je vais couper ce téléphone, pardon. Je te rappelle. Voilà. Excusez-moi, j'ai coupé le son. Donc, ces livres-là vont faire objet de lancement officiel pendant le salon. Et je profite aussi pour remercier d'ailleurs Sophie, parce qu'il y a un livre dont elle a parlé, qui sont les livres de contes traduits au Sénégal. Par exemple, il y a celui-ci, et que donc que Dodo Vol a donné une autorisation gracieuse à Gandal pour pouvoir le traduire dans les langues nationales. Et donc, on a fait la version Poulard et la version Soso, et ça aussi, qui vont sortir de l'imprimeur et qui vont être mis sur le marché. Donc, résolument, on est en train de le faire. Le dernier aspect concernant ces livres de jeunesse bilingue ici, c'est qu'il y a le projet Élan Afrique, qui est un projet qui appuie le système d'éducation bilingue dans les pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, où l'utilisation des langues nationales, contrairement en Guinée ici,
reste encore d'actualité, est en train de se développer dans les écoles. Donc, la francophonie a mis en place avec ces pays ce projet. Et la Guinée est rentrée comme nouveau pays et on est en train d'expérimenter dans une partie de la région côtière ici autour de Conakry des livres donc bilingues français-soso dans ces classes. Donc, nous, on rebondit dessus. Nous sommes en train de créer une petite collection d'une vingtaine de livres pour l'apprentissage de la lecture dans les langues nationales et dont la conception est achevée et que plus tard, début de l'an prochain, on va mettre en impression. Donc ça, c'est pour vous dire que l'élan, pour nous, il est maintenu. Et je vais terminer. Hein, je peux ajouter un mot? Pardon? Alors, 1 minute encore, vas-y. 1 minute. OK. Alors, la dernière chose que je vais aborder, c'est que pendant le Salon du livre de jeunesse de novembre dont je vous ai parlé, nous avons une activité phare, c'est que nous avons couplé un colloque international sur le multilinguisme dans les livres de jeunesse en Afrique francophone. Et là, on travaille dessus avec l'Institut français à travers le projet ressources éducatives, avec la francophonie, le projet Élan, l'UNICEF, le PNUD, plusieurs partenaires se sont déjà manifestés comme intéressés à travailler avec nous. Et là, pour les 8 et le 9 novembre, donc nous aurons ici à Conakry, voilà, le courant vient de partir. C'est ce qu'on voit, mais on peut voir ici donc, ce colloque international sur le bilinguisme dans les livres de jeunesse. Et c'est sur ces mots que je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui te remercions, Aliou. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, il nous reste le temps d'échanger avec ceux qui sont en ligne avec nous. On va voir s'il y a des questions sur le chat. Je vais essayer de voir s'il y a une ou deux questions. Alors, je rappelle, il y a une information qui apparaît pour avoir plus d'informations sur les éditions Dodo, les éditions du Sucrier et Gandal. Il y a un lien qui est proposé dans la partie chat du groupe. Voilà. Donc, j'attends encore quelques secondes. Apparemment, on a des gens connectés, mais pas trop de questions. J'espère que je vois bien toutes les questions, d'ailleurs. Bon. En attendant que les gens nous interpellent, moi, je voudrais revenir. Enfin, j'ai 3 questions, malheureusement, j'espère, mais je ne les poserai pas toutes parce que si nos participants veulent, ils sont prioritaires, d'accord? Mais je voudrais poser une première question à Sophie. J'ai une question pour René-Laure et une dernière pour Aliou. Si je n'ai pas le temps de les poser, ce n'est pas grave si d'autres participants interviennent. Hein. Je vous verrai après et vous me répondrez hors antenne. Sophie, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans ton intervention. Ça y est, je suis passée au-dessus. Hein, désolée. Très bien. C'est la question de la norme au niveau de l'écriture. Tu as dit une phrase très importante, c'est que la norme est un choix politique. Mais ça pose quand même un problème. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais dans la mesure où tu as écrit, l'écriture que toi, tu as choisie, parce que tu dis que tu n'as pas tenu compte de la norme, vous avez écrit et puis les gens se sont appropriés l'écrit comme ils pouvaient. Mais nous, ça pose un problème parce que je vois pour le créole, on a suivi la norme GIREC. Si on dit quand on écrit d'une autre manière, certaines personnes sont perdues, d'autres pas. Donc, j'aimerais que tu développes un petit peu ce que tu penses de cette histoire de normes, choix politique et pourquoi toi, tu as choisi à un moment de ne pas… Non, quand la langue est normée, quand il y a un choix politique qui est effectif, c'est toujours mieux de s'y conformer, puisque ça finit par faire un ensemble cohérent et les gens prennent une habitude de lecture dans cette chose-là. Et c'est très bien. Ce que j'ai observé, c'est qu'à La Réunion, il y avait quand même 3 écoles qui s'affrontaient de linguistes qui étaient tous avec des compétences reconnues, mais qui pour certains voulaient être dans une distance maximale avec le français, d'autres voulaient être plus proches. Et en fait, ces polémiques-là ont duré, tellement duré que personne n'osait finalement l'écrire. Donc, il y avait des écoles d'écriture et
la région Réunion ne s'est pas vraiment positionnée parce qu'elle écoutait un peu ça à droite, à gauche, puis ce n'était pas forcément à elle de le faire non plus, puisqu'il n'y a pas, dans un pays, il y a une institution nationale, c'est l'État, mais voilà, sur une langue régionale, il n'y a pas forcément. Donc finalement, à force d'atermoyer, de dire on doit faire comme ci, on doit faire comme ça, eh ben, on ne faisait pas. Et il y a un moment donné où nous, on se dit, bah, si ça n'est pas fait, c'est pas grave, faisons-le. On peut toujours revenir dessus, on peut toujours se dire que c'est imparfait. Alors après, il y a aussi la question de la transcription des sons. Et ça pose encore davantage de problèmes. Par exemple, là, on a fait 2 livres en Wolof. Le premier a été fait à Saint-Louis du Sénégal, donc dans une zone wolofophone. Et là, on a demandé à un professeur de l'université qui est chargé du département de Wolof et à un conteur sénégalais de travailler sur le conte. Donc, ils ont travaillé avec les outils de l'universitaire, mais on était dans une ère wolofophone et ça ne posait pas de problème. Le deuxième conte qu'on a fait en Wolof, on l'a fait à Cap Skirring. On nous a demandé de le faire en Wolof parce que c'est la langue qui réunit un peu tout le monde, mais personne ne la parle vraiment. Puisque les enfants parlent des djoula, mais il y a différents djoula. Ils parlent aussi sérère. C'est une aire Cap Skirring qui est une aire de passage où les gens viennent travailler. Et donc, finalement, dans la cour de l'école, en général, ils se parlent en Wolof, mais ils ne sont pas wolofophones à la maison. Et il y a des sons, par exemple, le son E, qu'on va retranscrire habituellement en Wolof avec un E et 2 trémas. Bah, les enfants, on a observé que s'ils voient ça, ils sont complètement perdus, en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lecture de cette norme-là. Et donc, on a beaucoup réfléchi à ça avec les équipes, mais je ne suis pas toute seule, hein, heureusement d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste des langues africaines. Ce sont les équipes qui nous donnent les arguments, on discute beaucoup là-dessus, et on a dit, bon, il faut quand même que les livres sont faits pour les enfants, donc il n'y a pas beaucoup de textes. Ce ne sont pas des productions très littéraires, ce n'est pas des romans, ça doit revenir aux enfants. Donc, ils doivent être capables de lire, d'avoir sous les yeux quelque chose qu'ils sont capables de prononcer, d'avoir dans la bouche. Et donc, on a opté pour une transcription du Wolof qui n'est pas tout à fait le Wolof officiel, mais qui est plus facilement accessible pour les enfants de Cap Skirring. On reste vraiment dans la zone de production du conte. C'est la même chose ici en Lingala. On est parti d'un texte, d'un conte en Lingala qui est dans un Lingala très académique, un peu sophistiqué. Alors, c'est une belle langue, hein, ceux qui sont lingalaphones avertis vont l'apprécier. Mais pour les enfants, c'est vraiment un peu difficile. Et là, on est en train de travailler sur une simplification du conte pour que ce soit dans un lingala plus abordable. La question de la transcription se pose aussi parce que le son O, quand il est très ouvert comme ça, il est transcrit par une sorte de C à l'envers, un O ouvert en fait, la lettre avec un O ouvert. Pareil pour le son E, quand il est très ouvert, c'est un E qui ressemble un peu au epsilon. Bon, ça pose des questions de transcription, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'un enfant qui trouve le livre dans une bibliothèque, qui le sort par miracle, il est dans une bibliothèque et par miracle, il voit un livre dans sa langue, qui ne soit pas empêché par des transcriptions difficiles, officielles mais difficiles. Voilà. Donc, on se dit qu'on est dans le domaine du conte et que puisque personne ne le fait, on le fait comme on veut. Et bien sûr, c'est discutable. Bien sûr, on souhaiterait que les langues nationales soient davantage soutenues par les pays dans lesquels elles se parlent. On aimerait beaucoup qu'il y ait des politiques nationales de soutien du livre qui massivement disent tiens, la langue doit être dans les gazettes, la langue doit être en sous-titrage à la télé. Il y a des moyens très simples maintenant avec les technologies de faire connaître les langues, hein, notamment, voilà, par exemple, le sous-titrage à la télé. Tout le monde regarde la télé. Si on a un journal en Wolof avec un sous-titrage en Wolof dans la graphie officielle, eh bien tout le monde se mettra à comprendre très bien la graphie officielle. Malheureusement, très souvent, ces politiques-là ne sont pas encore là. Oui, parce que derrière, il n'y a pas les groupes de pression, c'est surtout ça. Parce que ce que tu évoques là, le problème de la transcription, ça s'est posé en Martinique, Guadeloupe, Guyane à un moment, quand il y avait le groupe du GELEC. Je crois que Lambert Félix Prudent est allé à La Réunion à un moment. Oui, tout à fait. Mais vous étiez très en avance. Hein. Les Antilles étaient très en avance sur le combat. Ils ont défriché beaucoup les choses. Il faut des groupes de pression, il faut des universitaires, il faut une population, et puis pour que les politiques bougent. En tout cas, merci beaucoup parce que ça change complètement. C'est vraiment complètement différent de ce qui peut se passer dans la zone caribéenne. Alors, il y a quelqu'un, Jean-Richard, je ne sais pas s'il a une question à poser, non? Oui, alors j'ai une question concernant ce que vient de dire Sophie.
Est-ce que dans le passé, je pense à l'Institut fondamental d'Afrique noire, qui ont fait énormément de transcriptions. Donc, la transcription des langues, que ce soit le sérère ou le wolof, a été fait dans les livres qu'ils ont publiés. Alors, le problème se situe plutôt dans l'apprentissage de la langue. Nous, quand on apprend le français ou qu'on apprend une nouvelle langue ou une langue étrangère, on doit apprendre la graphie de cette langue. Évidemment, si la langue n'est pas stabilisée, ça pose des problèmes. Donc, au préalable, il devrait y avoir, et ça c'est votre question sur l'enseignement dans les langues nationales, Oui. c'est qu'il y a un Oui. pilier en C'est tout tout, le c'est-à-dire qu'il y a programme élan, la c'est tout le transcription, truc du programme il y a le élan que travail. a évoqué tout à l'heure. Effectivement, les langues nationales devraient être enseignées aux enfants, notamment sur les premières années, mais aussi après. En fait, les langues ne sont pas concurrentes, elles peuvent tout à fait, en Casamance, les enfants parlent 5 langues tout à fait couramment. Un enfant peut absolument apprendre 2, 3, 4 langues simultanément, c'est pas un souci. C'est juste une question vraiment de volonté politique. Mais je suis bien d'accord avec toi, Jean. Nous aimerions beaucoup tous ici, je pense que les langues nationales, les langues régionales rentrent largement à l'école et que les enfants aient des habitudes de lecture. Le fait est que, par exemple, ici à Brazzaville, il y a en plus les problèmes ethniques, ce qui fait que là, moi, j'ai des enfants qui parlent l'ari, qui est une langue un peu, une sorte de créole, un amalgame de plusieurs langues qui se trouvent en présence. Ils ne sont pas forcément lingalophones, mais on va quand même faire le livre en lingala parce que c'est une langue officielle et c'est plus neutre d'un point de vue ethnique. Donc, il y a aussi la composante politique qui rentre. Mais évidemment que après, c'est compliqué. Quand on a 2 langues en présence ou 3 langues en présence, ça va. Mais quand c'est comme au Cameroun, il y en a 200, voilà, lesquelles on enseigne, c'est tout le problème aussi qui est soulevé également par le programme Élan, qui se demande à chaque fois, bon, quelle langue on documente, pour qui on fait un dictionnaire, qu'est-ce qu'on va enseigner au début à l'école, et après quand on passe à l'écrit, bon, ce sont des choix qui sont difficiles parce que les systèmes linguistiques sont complexes. Et puis, je voulais dire une chose par rapport à la Suisse, où nous avons des dialectes suisses-allemands. Il y en a une vingtaine. Et les auteurs. Alors, je me demande quel est le rôle des auteurs dans vos pays qui se sont mis à écrire aussi. Je pense à quelques auteurs au Sénégal ou ailleurs. Et en Suisse, par exemple, dans le canton de Berne, on en a 26 en Suisse. Il y a 3 versions du dialecte bernois. Et nous traduisons en tant que maison d'édition à partir d'un des dialectes, et c'est l'auteur lui-même qui a fait sa propre transcription. Alors, la population se trouve en difficulté par rapport à ça, parce que d'une part, il n'y a pas d'enseignement, mais j'ai découvert une chose, c'est qu'il faut lire à haute voix. Bon, c'est une technique comme une autre, mais en lisant à haute voix, on a accès à la langue, justement, qui est à la base orale, et puis voilà, on y a accès comme ça. Effectivement, les auteurs parfois prennent en main la chose pour stabiliser un certain ordre de la langue, mais c'est pas évident. Alors, par exemple, pour Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Donc, nous avons publié avec une maison d'édition locale le roman de Gaël Faye, Petit pays. Là, il y a effectivement une académie qui s'est mise en route pour stabiliser le Kinyarwanda. Alors là, quand on a traduit l'ouvrage, il a fallu faire des choix parce que tout n'est pas encore stabilisé. Mais là, au moins, il y a une volonté politique pour le faire. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres participants. Oui, alors René Laure, je ne sais pas si tu pourras nous éclairer un petit peu plus. Alors, la question, c'est tu as évoqué la proximité de pays anglophones comme Sainte-Lucie et la Dominique, qui sont des pays indépendants, et la Guadeloupe, la Martinique sont des territoires français d'outre-mer, donc sous tutelle française. Donc la question que je voulais poser en t'écoutant, c'est la commercialisation des ouvrages bilingues en direction de Sainte-Lucie, la Dominique, parce que c'est quand même un public, c'est quand même économiquement parlant, ça serait intéressant que les livres publiés par les éditions du Sucrier soient achetés à Sainte-Lucie, à la Dominique, à Trinidad, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que les lois françaises permettent en termes de commercialisation avec ces territoires qui sont indépendants? Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une question de loi française, c'est une question
d'échanges très mal établis entre nous et nos voisins. C'est-à-dire qu'il est encore très difficile de faire circuler des marchandises d'une île à l'autre. C'est assez paradoxal, hein? Les distances sont vraiment pas grandes, mais c'est très, très difficile parce que il n'y a pas de ligne vraiment établie. Même pour sortir de Martinique, aller dans certaines îles tout près de nous, c'est compliqué. En tant que personne vouloir voyager, prendre l'avion, ça reste, d'ailleurs, c'est assez paradoxalement de plus en plus compliqué. Dans les années 80-90, c'était extrêmement facile. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Nos sportifs, par exemple, ont toujours des problèmes à voyager d'une île à l'autre pour aller jouer des matchs ou des rencontres sportives. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et donc, la circulation des marchandises entre les îles reste difficile. Il y a aussi les questions de niveau de vie qui font que parfois, ce qui est produit chez nous peut paraître un peu cher. Alors, je ne parle pas des livres, je parle en général, hein, peut paraître un peu cher pour nos voisins caribéens. Donc, on a encore énormément de progrès à faire à ce niveau-là. Par exemple, moi, j'ai échangé avec des enseignants de la Caraïbe qui étaient venus en Martinique dans un échange. Ils étaient notamment à l'université et à l'Institut de formation des enseignants. Ils étaient intéressés par nos publications. Et la question reste entière, comment les faire venir chez eux? Voilà. Sortir un livre de chez nous pour le faire arriver, ne serait-ce qu'à Sainte-Lucie ou peu importe l'île, on est soumis aux frais postaux et ça revient encore très, très cher. Donc, si effectivement on arrive à se déplacer et avoir des contacts, j'ai un livre qui a pas mal circulé dans la Caraïbe comme ça, mais par le biais d'une association qui en fait a fait un projet. Elle a monté un projet qui était autour de l'enseignement du français langue étrangère et elle a utilisé cet album qui est des éditions du Sucrier, qui est quadrilingue, comme support pour le français langue étrangère, mais comme en même temps il était en anglais et en espagnol, ça a permis aussi de faire de toucher les enfants de ces langues. Mais c'est une association, donc l'association a acheté les livres et les a fait acheminer dans 5 territoires caribéens, dans 5 îles de la Caraïbe. Mais elle-même, bien que c'était un projet qui était soutenu par la francophonie, etc., notamment, elle a eu un certain nombre de problèmes pour les acheminer, notamment en Jamaïque. Ouais. Les livres sont passés par Paris et puis ils sont restés bloqués à Paris un moment avant enfin de pouvoir en Jamaïque. Donc, en théorie, en effet, les ouvrages chez nos voisins, et quand ils les voient, sont tout à fait, comment dire, séduits et ont envie de les avoir. Au niveau commercial, au niveau des lignes commerciales, et encore beaucoup trop chaotique. Malheureusement, nous nous retrouvons dans un système qui est très ancien, qui date de la colonie, où les échanges les plus faciles sont sont réalisés entre la France. Voilà. Et aussi, par exemple, je vais donner un petit exemple aussi. Il y a, par exemple, je suis sûre que je peux trouver dans la Caraïbe, dans la Grande Caraïbe, des imprimeurs où je pourrais pour pouvoir faire imprimer mes livres dans la Caraïbe. Sauf que une fois, admettons que je les fasse imprimer à Trinidad ou au Brésil, de ces pays-là qui sont certainement capables de faire ce genre de choses, comment je les fais revenir après en Martinique? Comment je les fais rentrer? Voilà. Puisqu'il y a un certain nombre de ne pas imprimer en Martinique parce qu'on n'a pas les imprimeurs ne peuvent pas les faire. Donc, les ouvrages qui sont cartonnés, dos carré, cousu, collé, etc., adaptés aux petits. On ne peut pas faire ça chez nous. Donc, je les fais imprimer en France. Je suis sûre que je pourrais les faire imprimer dans la Grande Caraïbe, sauf qu'après, comment je les fais rentrer? Pour qu'ils restent compétitifs. Aliou a parlé de la compétitivité, le prix des livres pour qu'ils soient accessibles effectivement à nos populations. En Martinique, on n'a pas, le niveau de vie moyen n'est pas énorme, donc il ne faut pas que le livre coûte trop cher. Eh bien, ça revient moins cher, assez paradoxalement, et malheureusement, de le faire imprimer en France, de le faire venir en Martinique par voie maritime, plutôt que de le faire imprimer à la Caraïbe et ne pas savoir comment le faire rentrer, on va se retrouver à devoir faire de l'avion et ça va nous revenir plus cher. C'est triste à dire, mais notre situation actuellement, pour l'instant, c'est celle-là. Voilà. C'est celle-là, absolument. Merci pour ces précisions.
Et je vois, il y a des gens qui sont là, mais apparemment, ils sont calmes. C'est qui sont intéressés par ce qu'on dit, tout simplement. Aliou, est-ce que tu me permets de te poser une question? Dans ton intervention, tu as parlé de ces livres qui sont en langue nationale, d'accord? Donc, c'est un axe fort dans la maison d'édition. Mais j'aimerais avoir, enfin, nous aimerions que tu développes les relations qui existent entre les auteurs, les illustrateurs, l'éditeur, etc. Comment ça se passe? Où tu trouves tes auteurs, puisque c'est des langues nationales? Comment tu les débauches? Comment tu les embauches? Enfin, comment tu t'y prends? Parce que ça me semble une affaire très compliquée parce qu'il n'y a pas une langue nationale, il y en a plusieurs. Ensuite, il faut transcrire ça dans la langue. Ça rejoint un petit peu les problèmes de Sophie tout à l'heure. Comment tu fais tout ça? Oui, merci. La question est tout à fait pertinente et préoccupante. Parce qu'en réalité, moi, les auteurs qui écrivent en langue nationale pour moi sont principalement tirés des ONG d'alphabétisation. Donc, ce sont des alphabétiseurs. OK. Parce qu'il y a un élément important qui a un lien aussi avec, je ne sais pas si c'est Sophie qui disait ou si c'était René là, c'est la question des alphabets. Oui. Le Pulaar, par exemple, qui a beaucoup de variantes dialectales, allez, celui qu'on parle au Sénégal, de celui du Mali, de celui du Cameroun, de celui du Nigeria, il y a des variantes dialectales. Donc, et les gens utilisent différents alphabets pour écrire en Pulaar. Donc, moi, je prends toujours la version de l'alphabet harmonisé qui a été donc développé par l'UNESCO et que les gens ici, en tout cas, pour éviter trop de conflits, de perception en termes de comment les gens vont lire le même texte d'une variante dialectale du Pulaar à l'autre, on utilise donc le Peul écrit avec des caractères harmonisés, des caractères latins. Et donc, pour que des gens qui maîtrisent cela puissent être les auteurs, je suis obligé d'aller puiser dans les alphabétiseurs. Ce qui fait que c'est vraiment soit le service national d'alphabétisation où il y a beaucoup de spécialistes de toutes les langues. C'est là où je vais négocier avec certaines personnes quand j'ai des besoins spécifiques ou directement dans les ONG d'alphabétisation dans une langue ou une autre. Donc ça, c'est vraiment l'aspect premier, quoi. Je négocie avec les alphabétiseurs ou les agents du service national d'alphabétisation. Sinon, c'est très difficile de trouver dans le grand public aujourd'hui, vu que les langues nationales, comme je disais au début, sont reléguées quasiment à un second rang au niveau officiel. Et donc, du coup, il y a très peu de gens qui savent écrire correctement et encore moins qui savent vraiment lire et comprendre très facilement. Ce qui fait que c'est parmi ceux qui sont des formateurs en alphabétisation que je vais chercher. Maintenant, il y a... Oui, vas-y. Non, je me posais la question des manuscrits spontanés, parce que si tu vas les chercher, d'accord, mais comment ça se passe, par exemple, dans la collection de littérature générale? Est-ce que tu reçois des manuscrits comme ça et dans quelle langue? Comment tu fais les choix? Comment ça se passe? Là aussi, en général, c'est vraiment c'est les gens des ONG d'alphabétisation qui m'apportent des manuscrits en langue nationale. Parce qu'eux, ils ont des bons textes, bien révisés, vraiment, où ça ne nous pose pas beaucoup de problèmes. Parce que c'est le type de manuscrit que je ne sais pas faire passer dans un comité de lecture, parce qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, je me fie à enfin, je tiens compte de la fiabilité de l'auteur, de ce qu'on connaît de lui, de sa réputation en termes de maîtrise des alphabets et de la maîtrise de la langue elle-même, les graphies et tout le reste. Mais c'est vraiment, comme je dis, c'est une question préoccupante parce que même là, tu n'as pas beaucoup de gens. De plus en plus, les jeunes ne s'orientent plus vers ça. Et alors, d'ailleurs, c'est l'une des raisons, Sophie, pour laquelle nous, on a planifié pendant le Salon du livre de jeunesse qui s'en vient, un atelier de formation de jeunes écrivains dans les langues nationales. Et c'est d'ailleurs mon ami Joari
Dodovol qui va venir faire cette formation. On recrute des jeunes dans les ONG d'alphabétisation, dans mon cas, de Guinée, mais au Mali et au Sénégal, il y a des gens qui écrivent déjà en langue nationale pour des maisons d'édition qui publient dans les langues nationales de ces deux pays. Donc, ce sont des jeunes issus de ces trois pays qui vont être formés au cours de cet atelier d'écriture pour assurer quand même de la relève de plus en plus. Parce que ceux qui savent le faire aujourd'hui, principalement ici en Guinée, ils sont en train d'aller à la retraite. Il y en a beaucoup qui sont de ma génération. Donc, du coup, si on ne forme pas la relève maintenant d'écrivains dans les langues nationales, ça va être compliqué. En tout cas, pour tous les trois, je crois qu'on arrive, j'aperçois là, on arrive à la fin de notre entretien. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on échange. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc on s'aperçoit en fait, après les 3 interventions, il y a là une action essentiellement militante. Hein. On peut dire qu'on en est encore à des actions extrêmement militantes et que les choix politiques restent à faire, aussi bien en territoire martiniquais, enfin antilo-guyanais, que chez vous en Guinée ou alors du côté de Dodovol. Hein. Donc les choix politiques restent à faire. En tout cas, je vous remercie vraiment tous. Vous avez tout notre respect pour ce grand travail que vous faites. Le respect parce que le militantisme mérite le respect de tous, voilà, et nos encouragements. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à tous les trois pour ces interventions qui ont été, en ce qui me concerne, très riches. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci Marie.